connaissez quelqu'un qui travaille dur, qui a les compétences, qui mérite clairement d'avancer. Et pourtant, quelque chose coince toujours. Une promotion refusée au dernier moment, un projet abandonné juste avant d'aboutir, une opportunité laissée passer sans vraiment savoir pourquoi. Et peut-être que cette personne, c'est vous. Et si ce n'était pas un manque de confiance en vous? Et si ce n'était pas de la paresse ni de la malchance? Et si vous étiez en train de rester fidèle à quelqu'un sans le savoir? Le mois dernier, on a exploré ce qu'était le transgénérationnel. Ce mois-ci, on va aller un petit peu plus loin. On va comprendre comment ça se transmet concrètement, mécaniquement. Et pourquoi certaines personnes répètent des schémas malgré des années de travail sur elles-mêmes. On va voir 3 choses aujourd'hui. La première, c'est comment la transmission se fait psychologiquement dans la relation parent-enfant. En deuxième, ce que sont les loyautés invisibles et comment elles nous freinent sans qu'on le sache. Et enfin, en troisième, la dimension biologique, parce que la science confirme maintenant ce que les thérapeutes observent depuis des décennies. Alors commençons avec la transmission psychologique. Tout commence dans l'enfance. Pas forcément par des mots, pas forcément par des événements dramatiques, mais par quelque chose de bien plus subtil, ce qu'on va absorber. Un enfant observe ses parents en permanence. Comment ils réagissent face à l'argent, comment ils se comportent face à l'échec, comment ils vivent leurs relations, leurs insécurités, ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Et l'enfant, sans le formuler, sans en avoir conscience, va tirer ses propres conclusions. Par exemple, dans notre famille, on ne réussit pas trop. Dans notre famille, on ne demande pas trop. Dans notre famille, on ne doit pas faire de vagues. Ces conclusions ne sont pas des pensées conscientes. Ce sont des vérités intégrées, des règles du jeu familial, et on les suit, longtemps après avoir quitté la maison. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai accompagné une personne, je vais modifier quelques détails pour pouvoir respecter sa vie privée, qui n'arrivait pas à dépasser un certain niveau dans sa carrière. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, quelque chose se passait, un retrait au dernier moment, une décision qui sabotait tout juste avant d'aboutir, comme s'il y avait un plafond invisible. En travaillant ensemble, on a remonté l'histoire familiale. Son père avait arrêté ses études très tôt pour travailler, soutenir sa famille. Il avait passé sa vie à un poste en dessous de ses capacités, sans vraiment s'en plaindre ouvertement, mais avec une amertume présente, diffuse dans l'air. Et ce que cette personne avait intégré, inconsciemment, c'était quelque chose comme « dépasser papa, c'est le trahir ». Pas une pensée consciente, mais simplement une fidélité qui s'installe. Ce concept de loyauté a été défini par Anne Ancelin Schützenberg. L'idée centrale est la suivante. Nous sommes profondément attachés à notre famille et parfois par amour, par besoin d'appartenance, nous allons inconsciemment reproduire ou réparer quelque chose qui appartient à la génération précédente. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas non plus de la manipulation. C'est de l'amour, un amour qui ne sait pas encore comment s'exprimer autrement. Les loyautés invisibles peuvent prendre des formes très différentes. La plus connue, c'est ne pas dépasser ses parents professionnellement ou financièrement, comme si réussir trop était une forme de trahison. Une autre forme, reproduire le même type de relation amoureuse. Pas par manque d'imagination, mais parce que c'est la définition de l'amour qui a été apprise. On le voit souvent dans les schémas relationnels qui se répètent de génération en génération. Comme par exemple un homme qui choisit une compagne avec le même profil que sa mère. Une femme qui reproduit la relation de ses parents sans comprendre pourquoi. Des adultères qui reviennent à chaque génération comme une évidence silencieuse. Ou encore ce mari absent, physiquement ou simplement pas là psychiquement, qui ressemble étrangement à celui que la mère avait connu avant. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des cartes du monde apprises très tôt et jouées longtemps encore après. Il y a encore une troisième, plus subtile, s'occuper émotionnellement de ses parents au lieu de vivre sa propre vie. Je pense d'ailleurs à une situation que je rencontre souvent au cabinet. Une mère très présente, trop, qui s'implique dans chaque décision de sa fille, le choix du compagnon, du travail, du logement, et qui se braque, se ferme, souffre ostensiblement quand sa fille ne suit pas ses conseils. Ce n'est pas forcément une forme de manipulation consciente, c'est souvent une mère qui a elle-même vécu une vie où elle n'avait pas le contrôle, et dont la fille a appris très tôt que son bien-être émotionnel dépendait de satisfaire sa mère. Cette fille devient adulte, mais le schéma continue.
parce que le dénouer, c'est risquer de blesser quelqu'un qu'elle aime. Et ça, l'enfant en elle ne peut pas le faire. Ce qui est important de comprendre, c'est ceci. Les loyautés ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des condamnations à répéter indéfiniment. Ce sont des informations, et une information qu'on voit, on peut commencer à en faire quelque chose avec, même si ça n'est pas immédiat. Le mois dernier, je vous ai parlé de l'épigénétique. Ce mois-ci, je veux aller un petit peu plus loin dans cette explication. L'épigénétique, pour rappel, c'est la science qui étudie comment nos expériences, le stress, les traumatismes, les émotions intenses, nos schémas aussi face à l'insécurité, modifient la façon dont nos gènes s'expriment, sans changer l'ADN lui-même, mais en modifiant comment il est lu et comment il est activé. Et ce qui est fascinant et troublant, c'est que ces modifications peuvent se transmettre. Des chercheurs ont travaillé avec des descendants de personnes ayant vécu des famines, des guerres, des déportations. Ils ont trouvé des marqueurs biologiques mesurables sur la 2e et parfois même la 3e génération. Le corps de ces descendants réagissait différemment face au stress, face à la nourriture, face au danger. Ils avaient mis en place des mécanismes d'adaptation, comme si quelque chose dans leurs cellules se souvenait. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus de la spiritualité, c'est de la biologie. Et ça explique quelque chose d'important. Pourquoi parfois, même après un travail thérapeutique sérieux, certaines réactions persistent. Certaines peurs, certaines sensations corporelles, certaines angoisses profondes, parce qu'elles ne sont pas seulement dans le mental. Elles sont aussi dans le corps. Et le corps, lui, a besoin d'un autre type de travail pour se libérer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'utilise l'hypnose dans mes accompagnements. Pas uniquement pour parler, mais pour travailler là où la mémoire se loge vraiment. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la transmission transgénérationnelle n'est pas un concept vague ou mystérieux. C'est quelque chose de concret, de mesurable et surtout de transformable. La transmission psychologique, on peut la conscientiser. Les loyautés invisibles, on peut les voir, on peut les honorer et on peut les déposer symboliquement. La mémoire corporelle, on peut aussi travailler avec elle. La question, ce n'est pas « est-ce que je porte quelque chose ?» On porte tous quelque chose de nos ancêtres. C'est une évidence. La question, c'est plutôt est-ce que je veux comprendre pourquoi et est-ce que je veux choisir ce que j'en fais? Le mois prochain, on va parler des outils concrets pour commencer ce travail. Et je vous annoncerai quelque chose que je prépare depuis un moment pour aller plus loin ensemble. En attendant, si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à quelqu'un pour qui ça pourrait faire sens. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvez l'épisode 2 du podcast sur Spotify, le lien est dans la description. À très vite dans la bulle psychopratique.